There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. Il existe dans la nébuleuse du Lebensreform une figure qui résume à elle seule toutes les contradictions du mouvement, celle d'un artiste qui a voulu mettre une esthétique solaire au service de la liberté pour finir par frapper à la porte d'un des pires régimes du siècle, afin qu'on lui permette d'exister. Cet homme, c'est Hugo Hopner, mondialement connu sous le nom de Fidus. L'histoire de Fidus commence en 1887. Hugo, fils d'un pâtissier de Lübeck, abandonne ses études d'art à Munich après seulement 3 mois pour rejoindre la communauté de Karl Wilhelm Diefenbach. Il a 19 ans, le maître en a 36 et marche avec des béquilles. Diefenbach identifie immédiatement chez ce jeune homme une virtuosité graphique hors norme, donc utile, et surtout une docilité absolue. C'est Diefenbach qui le baptise Fidus, le fidèle. Ce nom, c'est un programme. Fidus sera fidèle au-delà du raisonnable. Quand le maître est condamné à de la prison pour avoir exposé son fils nu au soleil, c'est le disciple qui purge la peine à sa place. La paralysie du bras droit de Diefenbach l'empêche de peindre des grands formats. Qu'à cela ne tienne, Fidus devient son propre bras. Leur relation dépasse la simple transmission artistique. Ils vivent nus, dorment sur des nattes, dans une carrière désaffectée, partagent une communauté de corps. Si les sources au détail ne permettent pas de nommer avec certitude la nature de leur lien, l'œuvre ultérieure de Fidus dans Der Eigen, la première revue homosexuelle au monde, suggère que ces années de promiscuité ascétique ont forgé une sensibilité érotique refoulée. La rupture entre Fidus et Diefenbach en 1889 est brutale. Diefenbach, incapable de tolérer l'émergence d'une ambition chez son double, l'expulse. Fidus part pour Berlin, blessé, mais emportant avec lui les clés d'un univers plastique qu'il va passer sa vie à trahir et à magnifier. À Berlin, Fidus devient rapidement une vedette. Il collabore aux revues les plus prestigieuses, dont Jungen, qui donnera son nom au Jugendstil, et Sphinx, pour lequel il fournit quantité de couvertures. Il rencontre les cercles théosophes et plonge dans le mysticisme nordique. Vers 1900, Fidus est l'un des artistes les plus populaires d'Allemagne. 2 obsessions structurent son œuvre. 1, le corps, 2, le temple. En 1894, il crée son chef-d'œuvre, le Lichtgebet, la prière de lumière, qui montre un jeune homme androgyne, nu, les bras grands ouverts, tendus vers le ciel, sur la pointe des pieds, au sommet d'une montagne. C'est la nudité déclarative de Diefenbach, mais débarrassée de sa lourdeur. Ici, le corps est aérien, gracieux, élancé et presque érotique. Dans les années 1920, on estime que cette image est accrochée dans un foyer allemand sur 10. Elle devient l'icône absolue du retour à la nature. Parallèlement, il dessine des temples utopiques, temple de Lucifer, de la Terre, temple de l'étreinte universelle. Aucun de ces projets ne sera jamais bâti, mais il témoigne de son rêve pour un art total, capable de remplacer les églises par des lieux de pèlerinage païens. En 1904, Fidus tente de concrétiser ses rêves de pierre. Un théosophe, Joshua Klein, lui propose de bâtir ses temples sur les hauteurs du lac de Wallenstadt, en Suisse. L'aventure tourne court, Klein passe ses journées à prophétiser et à maudire Dieu plutôt qu'à tailler la roche. Fidus reconnaît là les travers de son ancien maître et fuit la montagne. Fait fascinant, au même moment, à quelques kilomètres de là, naît la communauté du Monte Verita. Fidus s'y rendra 2 fois en visiteur, il proposera la construction d'un temple, mais sera éconduit sur cette idée. Limite vexé, de retour en Allemagne, il bâtit son propre Fidus Haus à Woltersdorf, une maison atelier ornée de runes qui devient un aimant pour la contre-culture berlinoise. Pourquoi Fidus a-t-il eu un tel impact, une telle renommée ?
La force de Phidias réside dans son style, une économie graphique radicale, presque uniquement faite de contours, simples, idéalisés et véhiculant des archétypes. C'est une ligne claire avant celle de Tintin. Cette simplicité rend ses œuvres universellement et facilement lisibles et reproductibles sur des cartes postales que la jeunesse allemande puis américaine s'arrache. Phidias n'est pas qu'un peintre, il est le créateur d'une culture visuelle partagée, celle d'un imaginaire commun pour une génération qui rêve de soleil levant et de corps libérés. C'est ici que le destin de Phidias bascule, dans le tragique et l'absurde. En 1914, il cède au nationalisme. Ensuite, après la guerre, il se rapproche des milieux völkisch, c'est-à-dire populistes, persuadé que le salut de l'Allemagne passera par une renaissance aryenne et convaincu que cette renaissance a besoin d'un artiste capable d'en produire l'iconographie, artiste que, bien sûr, il se propose d'être. En 1930, enthousiasmé par un discours de Goebbels, il adhère au NSDAP et il voit en Hitler, végétarien et abstinent, un frère de la Lebensreform. Mais le régime nazi le rejette brutalement. Pour les officiels du Reich, l'art de Phidias est pathétique, occulto-mystique et même obscène. Ces silhouettes d'hommes graciles ne correspondent pas précisément à l'idéal du guerrier massif prôné par la sculpture nazie, celle d'Arno Breker par exemple. Hitler et Bormann achètent quelques-unes de ces images pour leur collection privée, mais l'artiste Phidias est interdit d'exposition. Le Messie du Soleil est jugé trop dégénéré par ceux qu'il voulait servir. Phidias finit la guerre dans la solitude et l'amertume, tentant même, après 1945, de proposer ses services aux autorités communistes de la zone soviétique. Phidias mourra en 1948 en vieil homme démodé qui n'a jamais compris pourquoi aucun régime n'avait voulu de ses temples. L'histoire de Phidias connaît un épilogue, elle ne s'arrête pas à sa mort. Dans les années 60, son œuvre est redécouverte, incroyable, en Californie. Les hippies s'approprient ses corps nus et ses soleils rayonnants. Le Lichtgebet devient une icône psychédélique reproduite sur les pochettes de disques, les posters et les t-shirts. Les Children of the Sun d'Amérique ignorent tout de ses errances politiques. Ils ne voient que la puissance libératrice de sa ligne. Son esthétique a survécu à ses compromissions. En voulant être l'artiste officiel de son temps, Phidias a échoué, lamentablement. En restant le dessinateur de l'utopie solaire, il est devenu quasi éternel. The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return.